Salut à tous! Et oui, qui dit nouvelle année 2025, dit vidéo habituelle, à savoir les tops et flops des films de 2024. Moi, ce n'est pas des top 10 que je vous propose, c'est plutôt des top 15 et des flop 15, et ça ne va pas déroger cette année. Donc, on attaque avec un flop 15 un peu spécial. Je dis un peu spécial parce que, en fait, je me suis rendu compte dans mon flop 15 qu'il y avait beaucoup de films qui se ressemblaient beaucoup. Du coup, je me suis dit, plutôt que de répéter tout le temps les mêmes choses sur pourquoi ces films ne marchent pas, parce que généralement, ils ont à peu près les mêmes défauts, sauf que plus on monte dans le classement, plus ces défauts deviennent gros. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de répéter la même chose à chaque film, c'est de faire un tir groupé sur tous les films qui se ressemblent les uns à la suite des autres, et peut-être expliquer les minimes différences qu'il y a entre eux tous. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre moment où je vais devoir parler de deux films à la fois. Vous connaissez maintenant la façon mes flops et les tops. Les premiers films, on va passer vite dessus et on va essayer vraiment de s'attarder sur les derniers de la liste. On est parti? On est parti. Numéro 15. Bonjour Aya, bienvenue chez nous. Bonjour tout le monde. Nous installons toutes les caméras. L'IA du mal. Le genre de film high concept qui tourne très vite dans la médiocrité, mais qui se distingue à tenter de nous donner une fin pessimiste et à tenter d'apporter quelques trucs intéressants, même si le tout tombe franchement à plat. Numéro 14. C'est quoi ça? Du brouillard. C'est rien, t'inquiète. Project Silence. Ça aurait pu être une série B sympa. C'est juste une série B assez conne. Numéro 13. Durant des siècles, l'harmonie a régné. Godzilla Cross Kong. Godzilla rose qui dort comme un chat au milieu du Colisée. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Numéro 12. Qu'est-ce que tu as aimé en premier chez moi? Qu'il y ait quelque chose de magnifiquement brisé. The Crow. Vous voyez Twilight? Bah c'est pareil, sauf que ça tente d'être plus gothique. La seule scène que je sauve du film, c'est la scène de l'opéra. C'est la seule raison pour laquelle il n'est pas dans le top 10. Numéro 11. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, SOS Fantôme, la menace de glace. Un film qui, comme son prédécesseur, va beaucoup jouer sur la nostalgie, à la différence que une romance nécrophile. Et attention mesdames et messieurs, c'est l'heure du tir groupé. Numéro 10. Cartes forment un cercle. Les cartes du mal. Numéro 9. Night Swim. Numéro 8. Amelia's Children. Numéro 7. Les enfants, est-ce que vous voulez un ami qui ne vous quittera jamais? Alors je vous présente l'ours Shansi. Il ne vous quittera jamais. Imaginary. Numéro 6. Alors, tout le monde est mort. Si on reprenait depuis le début. Okay. Blinking Twice. Le point commun qu'ont tous ces films, c'est que ce sont des petits films d'horreur qui avaient un très bon concept à la base, mais qui au final n'en font rien d'intéressant, et au final on se retrouve presque avec les plus grosses sensations de déception en fait. Les cartes du mal, un démon qui possède un jeu de tarot, bon concept.
mais où on en fait juste une série de meurtres à la destination finale, complètement absurde, avec des facilités scénaristiques, voire même d'énormes incohérences, où certaines situations sortent de nulle part. À tel point que je croyais que le film nous feintait, que je croyais que le film était plus intelligent que ça. Non, c'était juste très con. Night Swim. Bon, Night Swim c'est un peu différent parce que le concept de base était déjà très con. Un fantôme qui hante une piscine. Voilà. Ils ont tenté de faire un film, ils ont eu des problèmes et ça se voit que ça ne pouvait pas tenir. Amelia's Children, ça aurait pu être intéressant, une histoire de sorcière en Espagne qui tourne à une histoire d'inceste. Normalement, ça devrait être assez glauque, ça devrait être suffisamment puissant, suffisamment affreux pour nous tenir en place. Ben non, le film n'arrive pas à donner de l'horreur, n'arrive pas vraiment à se constituer quelque chose de bien, quoi. Imaginary, c'est le plus gros gâchis, parce qu'on parle vraiment des amis imaginaires, on parle de l'enfance, on parle d'un monde imaginatif. Il y avait de quoi vraiment faire beaucoup avec ce genre de concept. Mais ce film n'en fait rien. Ce film a le concept qui peut laisser place à toute l'imagination du monde, pour au final avoir un créateur qui manque d'imagination à ce sujet. Et le pire, c'est que la même année, on a eu Blue et compagnie qui montrent ce qu'on aurait pu faire avec le monde des amis imaginaires. Et Blinking Twice, pareil, Blinking Twice, en fait, c'est celui qui m'a le plus déçu parce que c'était l'un des plus prometteurs. On avait une histoire d'île mystérieuse, on ne savait pas ce qui se passe. Le film travaillait vraiment sa tension et franchement, je m'attendais à quelque chose de bien. Hein, même s'il y avait des incohérences, même s'il y avait des trucs où tu te disais, bon, finalement, ça me laisse passer. Mais ça finit au final dans du n'importe quoi, avec un truc basique au possible, mais le truc le plus con, le plus cliché. Je vous spoil, hein, Blink-Titois, c'est en fait des méchants hommes blancs qui violent des femmes. Voilà. Il y avait rien de plus. Le film promettait beaucoup mieux que ça. Et en fait, rien qu'en révélant ce concept et rien qu'en révélant les failles, tu te rends compte à quel point ce film est con. Genre, il y a un truc qui permet de résoudre la situation, et ben on va monter le plan maléfique là où il y a le truc qui résolve la situation. C'est complètement con. Et c'est en fait une mode un peu dans le cinéma horrifique que je trouve assez détestable. Ces histoires de films qui ont des concepts qui sont extrêmement intéressants, mais qui au final n'en font rien avec, ou des choses extrêmement inintéressantes. J'ai l'impression de revenir un petit peu dans ces années slasher, vous savez, ces années post-Scream, où en fait on reprenait du Scream, mais sans comprendre que Scream était un pastiche. Ça nous a donné Souviens-toi l'été dernier, ça nous a donné les destinations finales. Attends, j'y pense, ils vont faire un reboot de ces deux films. Donc on est vraiment dans ce genre de période. Et même moi qui suis pas un fan de cinéma d'horreur, je trouve que le cinéma horrifique mérite mieux que ça. Surtout quand dans la même année, t'as en face des films comme Terrifier 3 ou les films que je vous proposerai dans mon top 15. Allez, deuxième tir groupé. Numéro 5. Mon fils, nous sommes des chasseurs. Les plus grands qui ont foulé cette terre. Kraven le chasseur. Numéro 4. C'est votre commandant qui vous parle. Si vous regardez dehors sur la gauche, vous pouvez apercevoir le Grand Canyon. Tu vois qu'on peut voler? Je sais. Venom The Last Dance. Je sens une lassitude extrême en me disant que cet univers cinématographique des méchants de Spider-Man sans Spider-Man est l'un des deux seuls univers cinématographiques que j'ai vu en entier. Le deuxième étant le kaiju avec Godzilla et Kong. Ma vie, c'est de la merde. Mais bon, apparemment, Kraven et Venom sont les deux derniers films de cet univers cinématographique et honnêtement, tant mieux parce que déjà, le concept de base ne pouvait pas tenir la route. On est censé suivre des personnes méchantes, suivre des personnages à la morale ambiguë, finalement que dalle. Ça a commencé déjà fortement à diminuer ce concept avec Morbius. Et ça s'est pas arrangé par la suite. Venom The Last Dance, c'est pire. Parce qu'on nous a introduit pendant 2 films que les symbiotes étaient des mangeurs de chair humaine, qu'ils étaient des extraterrestres hyper dangereux. Et finalement, on se retrouve avec un combat à l'Avengers en mode « C'est pas nous les méchants !» Ou comment renier ce que tu as fait pendant toute une saga, en fait.
Et c'est dommage, hein, parce qu'il y avait vraiment du concept, et tu sentais qu'il y avait une envie de se lâcher, mais pas trop non plus, parce qu'il faudrait pas trop choquer le spectateur de films de super-héros. C'est vrai, on est venu voir des super vilains, faudrait pas trop nous choquer. Et c'est ça, en fait, aussi qui est énervant avec cet univers cinématographique. On pouvait tellement faire plus avec ce genre de personnages, on pouvait vraiment aller sur des films à la morale ambiguë, aller sur des films qui allaient vraiment à fond dans le côté... suivre des personnages de anti-héros, suivre des personnages de vilains. Mais sauf que non, sauf qu'on fait de ces personnages des trucs atypiques de héros, et pire que tout, on ne cherche même pas à donner une cohérence entre eux. Je me souviens encore de la scène post-générique de Morbius avec le vautour qui débarque de nulle part en disant « Oui, notre problème, c'est quand même Spider-Man !» alors que Spider-Man n'existe pas dans l'univers en question. À la base, ça aurait dû débouler sur les Sinister Six, mais finalement, je crois qu'on l'aura jamais, et c'est tant mieux, parce que ils ont quand même fait l'exploit de rendre tous ces films mauvais, même si je trouve le premier Venom sympathique, hein. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à sauver, c'est laid, les scènes d'action sont pas tenables, l'humour tape à côté chaque fois, et même, ce sont des films qui n'arrivent même pas à être cohérents avec eux-mêmes. Je parlais de Venom, mais regardez, on nous dit pendant tout le film, faut surtout pas qu'on se mette en Venom, sinon la créature envoyée par le mal nous retrouve et nous tue. Sauf qu'ils le font tout le temps, et pour des raisons à la con. Rendez-vous compte qu'on se met en Venom pour une scène de danse. Putain, avec le méchant de Venom 3 qui en fond, qui est en mode « Ah, je vais vous dire qu'on mes symbiotes m'ont enfermé, mais vous le savez déjà sans doute parce que ça fait des millénaires que je vous répète les mêmes choses. » Kraven était un peu plus sympa, au moins il avait pas ces saloperies-là à son compte. Sauf que Kraven, son problème c'est que là aussi, ça part avec des gros sabots et... En fait, tu vois venir toutes les choses si tu t'y connais un peu. C'est en mode, oh mon dieu, je suis un rhinocéros. T'as compris? C'est le rhino, hein? Parce que c'est un rhinocéros, t'as compris? Pareil, l'autre c'est un caméléon. Caméléon, t'as compris? Avec aucun effort pour relier tous les personnages entre eux. C'était boiteux dès le départ, cet univers. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je n'ai cité que 2 films de cet univers cinématographique, alors qu'il y en a eu 3 sortis l'année 2024. Est-ce que ça veut dire que le dernier n'est pas dans ce flop? Vous allez voir. Numéro 3. Vous avez vu ça? Une échelle? Malheureusement, mon design ne facilite pas ce genre de... Bon. Borderlands. Une preuve supplémentaire qu'il ne faut plus donner de projet à Eli Roth. Je veux dire, je m'attendais même pas à un bon film. Vous savez quoi? Je m'attendais même pas à un bon film parce que je savais que c'était Eli Roth et que Eli Roth ne fait que de la merde. Vous voyez Steven Spielberg qui a fait 0 mauvais film? Eh ben, à l'opposé, vous avez Eli Roth qui a fait l'exploit de faire 0 bon film. Et donc, on retrouve les penchants de Eli Roth, à savoir du dégueu gratuit, de l'humour bas de plafond qui ne sert à rien, des nanas sexy qui sont là totalement gratuitement et qui servent à rien. Et j'ai envie de dire, encore dans l'univers Borderlands, ça aurait pu passer. Bon, j'ai joué un petit peu à Borderlands 2. L'humour est bas de plafond aussi, mais en fait, le truc, c'est que vous donnez à un beauf un univers qui a un certain humour, certes, mais le pire, c'est que Eli Roth est tellement un tâcheron qu'il arrive à être plus beauf que Borderlands 3, alors que Borderlands 3, d'après ce que j'ai compris, c'est celui qui était le pire en termes d'humour. Je comprends pas pourquoi on a donné un projet à ce mec. Ce mec n'est même pas foutu de maîtriser cette scène d'action. Il n'est même pas foutu de maîtriser ses effets spéciaux. Tous les effets spéciaux sont dégueulasses. Tous les effets spéciaux sont dégueulasses. Les fonds verts se voient à des kilomètres, les décors ne sont pas travaillés, tout est dégueulasse dans ce film. Et alors l'intro, on a l'intro typiquement cliché du narrateur qui nous fait tout le résumé du lore du film, ce qui ne laisse pas son univers respirer, ce qui nous fait vraiment un truc à la con, alors que c'était quelque chose qu'on avait résolu des Star Wars. Et là où Eli Roth c'est le plus gros des hypocrites, là où ce mec est un tâcheron ultime, c'est que on parle de Borderlands. Borderlands, ce sont des jeux violents, on s'attend quand même à un petit peu de cassagne, un film un peu irrévérencieux, un film qui va vraiment y aller en termes de bastos.
matos. Alors, on a plein de scènes de baston avec des flingues, sauf qu'il n'y a pas de goutte de sang. Je veux dire, je ne plaisante pas. On est vraiment au niveau où on a des scènes de bataille où il n'y a pas une seule goutte de sang qui sort. Le mec se prend une balle en pleine poitrine, il n'y a pas une goutte de sang. Et c'est pas des balles laser, c'est pas des trucs à la Star Wars, justement. Non, c'est des vraies balles, mais t'as l'impression qu'ils se reçoivent. Vous savez, j'ai l'impression, vous savez, d'être dans ces vieux films des années 70 où quand un gars se prenait une balle, il se contentait de tomber, mais où il n'y avait pas une éclaboussure de sang. C'est pareil! On est pareil ici! Et encore, les années 70 avaient l'excuse des effets spéciaux. Ils avaient l'excuse un petit peu que c'était pas trop osé à l'époque. Eli Roth n'a même pas cette excuse-là. Tu fais un film Borderlands, connard. C'est le moment où tu peux envoyer du gore. Pourtant, tu t'en prives pas dans tes autres films de merde. Bref, un film de Eli Roth, c'était forcément une catastrophe. En plus de ce que j'ai compris, les reshoots qui ont été faits par le mec qui a fait Terminator Dark Fate. Vous vouliez pas que ce film marche, en fait. Numéro 2. Je peux prendre un selfie? Oui, bien sûr. Non, juste avec Diva. Tu viens bouffer ta... Chien et chat. Mais comment ça a pu passer, ce projet de merde? Mais comment ça a été validé? Entre l'humour caca pipi caca qui est pas drôle, c'est censé être un film pour enfants ce truc, et on a le personnage du chat qui arrête pas de dire ouais t'as vu tu mates mon boule, genre de choses. Oh, les personnages qui sont tous détestables, il y a que peut-être Franck Dubosc qui est un peu sympathique, mais tout le reste ça ne va pas du tout, il y a rien qui marche. Les effets spéciaux, mais les animations des deux personnages principaux, mais ils sont dégueulasses. En fait, je crois que c'est le meilleur résumé qu'on peut faire de ce film. Dégueulasse. Parce que les animations sont dégueulasses. L'humour est dégueulasse. Le personnage du chat est dégueulasse. Le personnage du chat est insupportable. C'est genre le chat Instagrammos. Alors vous allez dire, ouais, c'est un peu le but. Non, mais c'est censé être un film pour enfants. La meuf arrête pas de parler de son boule, de dire que c'est la meuf la plus sexy. C'est en fait, t'as l'impression que c'est le genre d'humour, mais à l'humour à la dégain. C'est ça. En fait, Chien et chat, c'est ça. C'est de l'humour à la dégain. C'est-à-dire que on se dit que c'est un film pour enfants, mais finalement, le gosse, tu le mets devant ça, il devient un débile. Et parce que c'est fait par des gens qui pensent que l'humour de Kaira et l'humour pipi caca, ça va faire rire les gosses. Mais allez niquer vos mères au bout d'un moment, quoi. Si, à la rigueur, il y a peut-être les gags autour de Philippe Lachaud qui sont plus du slapstick, mais même là, ça fait rire 2-3 fois, mais pas... Bref, Chien et chat, film catastrophique à tous les niveaux. Next. Et le numéro 1 du flop 15 de l'année 2024 est... Allez, prenez vos sacs. On y va. Madame Web. Et il était là, le dernier film de ce Sony Cinematic Universe Spider-Man sans Spider-Man. Il était là. J'ai essayé de pas trop m'attarder dessus, mais vous voyez ce que j'ai dit sur le 4 et le 5, Venom et Kraven. Bah, vous prenez la même et en fait vous retirez tout ce qui rendait ces deux derniers sympathiques, parce que Madame Web n'a rien pour lui. Déjà en termes de Spider-Man, c'est sans doute le film le plus hypocrite à ce sujet, parce que on a un enfant qui va s'appeler Peter au sein du film, qui est fait par les Parker. On nous fait la naissance de Spider-Man dans ce film, et en plus le méchant, c'est une copie de Spider-Man au niveau de son costume. Même les méchants de la forêt qui des araignées de mes couilles, c'est des Spider-Man. Le scénario, bah c'est comme tous les autres, tout va à volo, mais en plus le casting n'est même pas bon. J'ai rien contre Dakota Johnson, mais on prend des actrices qui ont la vingtaine pour jouer des adolescentes. Ça se voit au bout d'un moment, ça se voit. Et tu leur fais faire des scènes de cringe. Mais en fait, je crois qu'on peut pas mieux résumer Madame Web que ça. C'est les films de ce Sony Cinematic Universe,
mais sans les trucs qui permettraient de les rendre un peu sympas. Et je vais profiter de parler de Madame Web pour parler de quelque chose que j'ai vu sur les internets. Parce que, on va pas se mentir, beaucoup ont pressenti la catastrophe qu'allait être ce film. Beaucoup ont senti que ça allait être de la merde et beaucoup voulaient faire une critique là-dessus. Et on a eu une espèce de contre-discours sur les personnes qui en auraient marre des cinéphiles qui parlent de mauvais films. Et qui se contentent en fait de plomber des films en disant « mais vous saviez que ça allait être mauvais ». Et j'ai un profond problème avec ça. Parce que déjà, on savait que ça allait être mauvais, non. Tant qu'on ne va pas voir un film, on ne sait pas s'il va être bon ou non. Je trouve ça assez bête de dire que parce qu'un film a effectivement des signes que ça ne va pas être bon, je trouve ça assez problématique qu'on dise de lui, que ça va être mauvais alors qu'on ne l'a même pas vu. Je veux dire, les bonnes surprises, ça existe. Mais là où j'ai un plus gros problème, c'est que quand on parle de bons films pas très connus, quand on parle de ce que vous réclamez, quand on parle de films qui n'ont... Quand on parle de films qui ne sont pas très connus du public, mais qu'il faudrait aller voir, qu'il faudrait faire connaître, vous êtes jamais là. C'est un fait, hein, je le constate moi aussi, hein. Vous venez beaucoup plus quand il y a du drama, quand il y a du clash, quand on parle de mauvais films, quand on défonce un film alors qu'il y avait beaucoup de prédispositions à ce que ce soit mauvais. Vous êtes au rendez-vous. Mais quand on parle de bons films pas très connus, vous n'êtes jamais là. Vous ne répondez jamais présent. Vous ne venez jamais voir. Et au bout d'un moment, je suis désolé, hein, je vais peut-être être un peu vindicatif, mais le paysage médiatique, elle est composée de ce que les gens vont voir, hein. Voyez ça comme un peu le fonctionnement de Netflix, hein. Si vous venez pas voir les vidéos de films qui vous intéressent, ils vont pas en produire, hein. Moi ça va, je cours pas après ça, donc moi je m'autorise à faire des GCF, je m'autorise à vous parler de films pas très connus, je m'autorise à vous parler de ce qui me passionne. Mais je comprends que pour des gens qui veulent faire leur vie là-dessus, ils sont obligés de prendre en compte qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce que vous allez voir. Donc plutôt que de blâmer les vidéastes qui vont parler des mêmes films, qui vont parler de ces films dont on savait que ça allait être mauvais et de pourquoi ils vont aller voir, essayez de consommer ce que vous réclamez. Plutôt que à chaque fois de réclamer qu'on parle de bons films pas très connus, pourquoi on parle jamais de bons films pas très connus, venez nous voir quand on parle de bons films pas très connus. Et vous verrez que ça ferait beaucoup plus venir les gens, hein. Vous en aurez de plus en plus de ce contenu que vous réclamez. Et attention, je suis pas en train de justifier les vidéastes qui ne font que des vidéos critiques ou qui ne font pas d'efforts sur leurs vidéos. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'au bout d'un moment, on produit ce que vous achetez. Et si les vidéastes cinéma critiques sont les plus populaires et qui sont en train de pulluler plus que les vidéastes qui vous proposent des analyses cinématographiques, le public fait partie de cette raison, je suis désolé. Et voilà, je viens de me mettre mon public à dos maintenant. Super! Je suis le pire vidéaste du monde. Je conclurai par... Il faut encourager les bons films. Et il faut encourager les personnes qui parlent des bons films. Et pour cela, dans les deux cas, il faut aller les voir. Voilà, c'était le flop 15 de l'année 2024. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!